Le président Alassane Ouattara va parler aux Ivoiriens le 1er mai. Il va se prononcer sur la cherté de la vie, le coût de l'électricité et la réforme du permis de conduire. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi. On parlera dans ce 13h également du retour volontaire des Ivoiriens du Gabon. Plus de 400 Ivoiriens regagnent volontairement leur pays, la Côte d'Ivoire. Un vol spécial affrété par le gouvernement a atterri hier. Les détails dans ce 13h. Hors de nos frontières, un mort toutes les 25 minutes en Syrie, selon l'émissaire de l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. Bonjour à tous. Le président va se prononcer le 1er mai sur l'augmentation de l'électricité, la réforme du permis de conduire et la cherté de la vie. C'est l'une des décisions importantes du Conseil des ministres d'hier. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulin. Le gouvernement au travail et il entend continuer à travailler davantage. Le faisant, il compte faire face efficacement aux préoccupations des populations, par exemple sur la question de l'électricité et du permis de conduire évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l'État ne veut pas y être indifférent. C'est le gouvernement qui est à la disposition de la population et le gouvernement, évidemment, se préoccupe autant que la population, au moins, du bien-être de cette population-là. Le gouvernement met tout en œuvre pour que, évidemment, les choses se passent de la meilleure façon. Fait tout pour apporter à la population le maximum de facilité, le maximum d'opportunités pour s'épanouir. Aussi, pour des mesures idoines à prendre face à cette situation sociale, le Conseil a-t-il indiqué le rendez-vous pris par le président de la République, Alassane Ouattara, avec ses concitoyens à l'occasion de la fête du 1er mai cette année, selon Bruno Nabagné-Koné. Des instructions ont été données aux ministres concernés qui devront dans les prochains jours remettre des propositions au chef de l'État et au gouvernement. Et à partir de ces propositions, le président de la République a décidé cette année de s'adresser lui-même à la population et aux travailleurs le 1er mai. Il est prévu donc qu'à cette occasion, il apporte une réponse précise à toutes les préoccupations que nos concitoyens peuvent avoir. S'agissant des conflits intercommunautaires, le Conseil a rappelé la visite prochaine du président de la République, Alassane Ouattara à Bouna, où la situation a été gravissime. Comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement, à travers cette visite, il sera question d'apporter durablement des solutions aux problèmes de cette nature et créer des conditions d'une meilleure cohésion et cohabitation entre toutes les communautés sur le sol ivoirien. Vous l'avez donc entendu, le président se rendra à Bouna suite au triste événement survenu en mars dernier dans la région du Bunkani. Le président Alassane Ouattara se rendra donc le samedi 30 avril 2016 à Bouna pour apporter sa compassion et son soutien aux populations. Cette visite du président de la République participe de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Aussi, toutes les populations du Bunkani sont-elles invitées à sortir massivement pour prendre part à cette visite de solidarité et de réconfort. C'est un communiqué du ministère de la Communication. Le chef de l'État, on l'a dit, va donner une réponse précise aux préoccupations des Ivoiriens le 1er mai prochain concernant la cherté de la vie. Les députés ont salué les mesures d'apaisement prises par le chef de l'État. C'était lors de la première session ordinaire de l'année 2016 qui va examiner 15 projets de loi, nous dit Michel Digré. Fini les vacances parlementaires, les députés sont de retour à l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'année 2016. Une reprise qui coïncide avec quelques tensions sur le front social. La situation ne laisse pas la représentation nationale indifférente. Notre qualité d'élu du peuple et notre loyauté sans faille envers le chef de l'État et les institutions républicaines nous obligent à un devoir de vérité dans la sincérité et la déférence. C'est pourquoi nous ne pouvons feindre d'ignorer ces voix qui de plus en plus se font entendre et nous interpellent sur le coût de la vie et sur l'opportunité de certaines mesures que nos braves populations ne comprennent toujours pas.
Si pour le président du Parlement, Guillaume Soro, les complaintes des populations sont légitimes, elles ne doivent pas occulter tous les efforts consentis par le gouvernement depuis 2011 pour remettre le pays sur les rails du développement. Il félicite par ailleurs les récentes mesures prises par le chef de l'État pour répondre à certaines préoccupations. D'ores et déjà, la représentation nationale voudrait dire ses admirations à Monsieur le Président de la République pour les mesures d'apaisement qu'il a prises. Il s'agit notamment de la suspension de la mesure relative au dédouanement des effets personnels à l'aéroport, de la mise en liberté de tous les étudiants sans exception. Mieux, il a affecté une enveloppe budgétaire de 1,7 milliard pour le règlement d'un certain nombre de problèmes académiques soulevés par les étudiants. Guillaume Soro l'a promis, l'Assemblée nationale jouera sa partition pour faire baisser les tensions sociales à travers le vote des lois allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette reprise sera intense et riche en activités. Je souhaite donc à tous de bons et fructueux travaux pour le bonheur certain de nos populations. Je vous remercie. Autre actualité, autre sujet, plus de 400 Ivoiriens vivant au Gabon ont regagné le pays. L'État a affrété un vol pour aller chercher ses compatriotes désireux de revenir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le premier vol a atterri à Abidjan hier, nous dit Franck Wadio. Libreville, capitale du Gabon. La cour de l'ambassade de Côte d'Ivoire envahie par des centaines de ressortissants ivoiriens. Un jour particulier. Plus de 400 Ivoiriens sont candidats au retour volontaire dans leur pays d'origine. Pour la plupart, l'émission de la carte de séjour au Gabon, stoppée depuis quelques années, est une situation préjudiciable. Je suis rentré franchement au Gabon par la route, je n'ai pas pris le vol. Donc par la route, on passe par le Cameroun. Pour entrer dans la première ville gabonaise, qu'on appelle Bitam précisément. Étant à Bitam, on ne peut pas arriver à Libreville, puisque si on n'a pas la carte de séjour. Documents administratifs, existence précaire, mais aussi désir de participer au développement du pays. Les motivations sont divergentes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un pas vraiment qui avance vers l'émergence. Donc nous jeunes Ivoiriens qui sommes dehors, nous cherchons à rentrer, à aller participer au pas de l'émergence. Après le débriefing, place dans l'avion, direction Abidjan. À l'accueil, le ministre de l'intégration africaine et le ministre de la solidarité venus témoigner l'appui du gouvernement. Le président de la République a accédé, comme vous le savez, à la demande de ces Ivoiriens qui, après avoir passé 10, 15, 20, 30 ans, ont souhaité regagner leur pays. Et le chef de l'État a affrété un avion qui, pendant 24 heures, fait une rotation. Maintenant qu'ils sont là, dans l'immédiat, ils ont reçu un kit comprenant de la nourriture et puis de l'argent pour les premiers jours. Et puis pour la suite, le plus difficile, ça va être la question de la réintégration socio-économique et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes est là pour faciliter cela. Propos soutenus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près du Gabon, son Excellence le général Philippe Mangou. Et pour marquer le coup, remise symbolique de kits alimentaires et des numéraires. Pour les fils prodiges, l'essentiel réside dans l'acte accompli, revenir chez soi. Certains après une quarantaine d'années passées à l'étranger. À mon âge, j'ai dit longue vie que Dieu m'a donnée, je ne voulais pas que mon corps reste à l'étranger. C'est la seule décision qui m'a fait venir dans mon pays. Ils sont 7747 Ivoiriens résidant au Gabon. Prochaine étape du projet de retour volontaire, l'Angola, le jeudi 28 avril.
En image, Moulin en France marque son soutien à la ville de Grand-Bassam, victime il y a plus d'un mois d'une attaque terroriste. Le maire de la ville qui a organisé une marche pour soutenir Bassam au lendemain de l'attaque terroriste a fait ce début de semaine le déplacement en Côte d'Ivoire pour exprimer la solidarité de sa municipalité à la cité balnéaire avec qui Moulin est en jumelage. En plus du matériel didactique, de tables-bancs et autres qu'a offert la ville française de Moulin, son premier magistrat a annoncé le renforcement de la coopération avec Grand-Bassam au niveau médical. Destination Yamoussoukro, où les pays de l'Afrique francophone au sud du Sahara sont en conclave en ce moment. Les experts doivent trouver les voies de réduire les décès maternels et des nouveau-nés dans leurs pays respectifs. On fait le point avec Léon Brou. Plus de 1500 décès de mères et 600 décès d'enfants pour 100 000 naissances vivantes. Ce tableau ivoirien de la santé maternelle et néonatale partagé par l'Afrique francophone au sud du Sahara. Mieux, dans ce même espace, les causes de ces décès, toujours selon l'OMS, sont les mêmes. Première cause, l'arrivée tard dans la structure de santé. Deuxièmement, la mère qui est venue accoucher est prise en charge dans des conditions pas toujours adéquates. Quelquefois, quand elle accouche, il y a la qualité de la prise en charge. Comment faire la délivrance? La faire à temps? Non. Si cela n'est pas fait, la femme saigne, elle meurt. Quelquefois, dans le postpartum, les complications qui surviennent ne sont pas suffisamment prises en compte et la femme meurt. Et d'ajouter que les initiatives de l'OMS, des États et même des experts pour améliorer la qualité des services de santé maternelle et infantile sont légion, tous s'accordent sur la nécessité de changer la donne. Dans le contexte actuel de technologies avancées et des progrès scientifiques, il est inadmissible de voir une femme perdre la vie en voulant donner la vie et un nourrisson mourir dès les premières heures de sa naissance. Et ce qui est encore regrettable, c'est que la quasi-totalité des causes de ces décès sont évitables. Mais comment éviter ces décès? Les experts de la santé maternelle et infantile ont 4 jours, du 26 au 29 avril 2016, pour répondre sous l'éclairage de l'OMS. En clair, ils seront outillés pour améliorer à tout le moins la surveillance des décès maternels et riposte en abrégé SDMR déjà mise en œuvre dans les États. Cela s'entend notamment qu'il faille rendre fonctionnelles toutes les instances de coordination de la santé maternelle et infantile, renforcer la lutte contre les décès maternelle et infantile depuis la formation de base des agents de santé. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Tunisie, le chef du gouvernement tunisien a quitté la Côte d'Ivoire. Avant son départ, Habib Essid a échangé à son hôtel avec des journalistes. L'entretien a porté entre autres sur la question de coopération sud-sud. Les précisions de Thomas Dessambi. Dans sa visite en terre ivoirienne, Habib Essid, 14e chef du gouvernement de la Tunisie indépendante, se donne un temps d'échange avec des journalistes ivoiriens à son hôtel. Dans cette sorte de résumé de voyage, l'homme d'État jette un regard sur le pays qu'il visite. Quelles que soient les idées que vous avez, quelle que soit l'impression que vous avez, rien ne vaut la visite de terrain et le contact chaleureux et humain que vous avez avec les Ivoiriens. Je suis vraiment impressionné, compte tenu du fait que le pays passait par une période difficile et arrivé à ce niveau, disons, de croissance et de paix sociale et politique. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Tunisie et la Côte d'Ivoire présentent des similitudes, dira-t-il. Nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire peut apprendre beaucoup aussi sur l'expérience tunisienne, dans tous les domaines, dans le domaine politique, économique, dans le domaine social. Il y a des ressemblances, il y a des affinités naturelles. Habib Essid voit dans cette forme de coopération des initiatives à encourager pour une plus grande union des États africains pour faire face aux défis du développement. Ce genre de coopération que nous avons entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie devrait se multiplier au niveau des autres pays. Ce processus qui est au niveau bilatéral et au niveau multilatéral, nous avons maintenant l'Union africaine qui est
une réalité. Grâce à ce préliminaire que les choses peuvent se généraliser et peuvent toucher tout le continent. Il faut y croire, il faut commencer à construire petit à petit. Pour terminer, le chef du gouvernement croit une forte coopération Côte d'Ivoire-Tunisie qui sera bénéfique à coup sûr à chacune des parties. Dans le domaine de l'économie, l'Agence de gestion de développement des infrastructures industrielles a organisé une rencontre d'information et d'échange avec les acteurs du secteur privé pour mieux faire connaître cette structure étatique. Sa mission est de faciliter l'accès des opérateurs économiques à des terrains viabilisés et sécurisés. Éric Goré pour plus de détails. La crise traversée par la Côte d'Ivoire a eu des impacts négatifs sur tous les secteurs d'activité. Celui de l'industrie n'a pas été épargné. Zones industrielles vétustes, inadaptées et capacités d'accueil insuffisantes. Pour rendre plus performant le secteur, l'État de Côte d'Ivoire a créé en 2013 l'Agence de gestion de développement des infrastructures, AGEDI. Le directeur général de l'AGEDI a rencontré le secteur privé pour donner quelques informations sur la structure qu'il dirige, notamment le processus d'attribution de terrains viabilisés et sécurisés aux industriels. L'opérateur monte un dossier technique qui décline le projet qu'il veut réaliser, selon un certain nombre de critères édictés par une fiche qui définit donc les différentes pièces constitutives de ce dossier. Une fois le dossier constitué, il le dépose au guichet unique du CPC, qui l'achemine à l'AGEDI. L'AGEDI en fait instruction et le valide selon le niveau de maturité du projet. À cette rencontre, patronat, opérateurs économiques et collectivités territoriales ont soumis quelques préoccupations avant de saluer l'avènement de l'AGEDI. Il est très important que sur des questions notamment liées à la gestion et aux démarches visant à occuper des terrains industriels, l'AGEDI soit notre interlocuteur unique. Les choses sont en train d'être rationalisées dans un esprit d'équité et nous sommes impatients et très impatients de voir des projets industriels démarrer dans nos régions. Le secteur industriel représente environ 25% du produit intérieur brut et occupe une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire avec plus de 8000 emplois. Les autorités ivoiriennes sont à pied d'œuvre pour accroître ces chiffres. La Côte d'Ivoire a son compendium de compétences féminines. Le Mali veut en faire de même. Une délégation malienne issue de plusieurs secteurs d'activité est venue s'inspirer du modèle ivoirien. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire et son compendium de compétences féminines, COCOFSI, un modèle qui séduit de plus en plus. L'exemple avec l'arrivée d'une délégation malienne qui vient s'inspirer de la mise en œuvre du COCOFSI. Avec l'adoption en décembre dernier de la loi de 30% de femmes au niveau des postes électifs et nominatifs, le Mali a besoin de répertorier ses compétences féminines. Et le modèle ivoirien est le mieux indiqué. Au Mali, c'est au niveau des nominations que nous avons des problèmes parce que dans le gouvernement, il est très difficile des fois que spontanément, les gens trouvent les femmes qui sont nécessaires pour des nominations. Et en tant qu'instrument complet de compilation de ressources humaines féminines, c'est le seul qui existe actuellement. Et nous sommes dans le processus d'apprendre d'abord comment est-ce que ce compendium a été mis en place et quelles sont les utilisations du fait des besoins de la société féminine malienne aujourd'hui. Le compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire enregistre plus de 10 000 femmes. Malgré l'existence de ces compétences féminines, la Côte d'Ivoire n'a pas encore adopté la loi de 30% dans les instances de décision. Pour comprendre les tenants et les aboutissants du programme Compendium, vous place non seulement au rang de premier pays africain dans la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais aussi témoigne de votre volonté à poser des actes concrets pour la promotion de la femme malienne. En Côte d'Ivoire, nous avons fait notre rencontre pour qu'on ait ce projet de loi qui voudrait qu'il y ait au moins 30% de femmes en vue de la parité. Je n'ai pas envie de vous donner le nombre d'années, mais on va y arriver. Le Gabon, le Bénin et le Sénégal sont aussi intéressés par le modèle en matière de répertoire de compétences féminines.
L'actualité aussi, c'est la journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Le thème retenu cette année est le stress au travail, un défi collectif, car selon un rapport, 6400 personnes décèdent des suites d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le message du gouvernement ivoirien avec Grace Kando. Plus de 300 millions de travailleurs sont chaque année victimes d'accidents non mortels, soit 860 000 blessés par jour. Ces chiffres sont du Bureau international du travail. À l'occasion de la 14e édition de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail, le gouvernement ivoirien a décidé de miser sur la prévention des risques professionnels. Ce 20e anniversaire offrira l'occasion d'établir un bilan des activités de promotion de la sécurité et santé au travail dans notre pays et de définir des perspectives en vue de l'intégration de la problématique de la sécurité et santé au travail dans notre politique gouvernementale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je saisis l'opportunité de cette commémoration pour rendre hommage à toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en Côte d'Ivoire et dans le monde. En marge de cette 14e journée mondiale de la sécurité et santé au travail, les pays africains vont célébrer la 20e journée de la prévention des risques professionnels. En Côte d'Ivoire, 20 à 50% de travailleurs affirment être stressés au service, selon les spécialistes de la sécurité et santé au travail. La ville de Ndoussi a désormais un parking pour le stationnement des camions. La création de ce parking de 4500 m² répond au souci des stationnements anarchiques des camions dans la ville, nous dit Thérèse Tapéoboui. Depuis le début de l'année, le département de Tia-Salé a enregistré 85 accidents avec 18 morts et 207 blessés. Pour la seule ville de Ndoussi, on note 13 accidents avec 2 morts et 15 blessés, la plupart liés à de mauvais stationnements. Face à cette situation, le maire de Tia-Salé a décidé de créer un parking à Ndoussi pour rendre fluide la circulation et réglementer le stationnement des camions sur la voie publique. Ce parking de 4500 m² vient d'être inauguré par le préfet de Tia-Salé, Jules Goussé. Pour le maire de Tia-Salé, Swalio Silla, il s'agit de mettre fin à l'anarchie et limiter les risques d'accidents. Il s'agit également de créer un pôle économique pour la ville avec des magasins qui seront développés autour du parking. Des taxes qui seront prélevées sur les magasins vont permettre d'accroître les recettes municipales. Swalio Silla a demandé aux forces de défense et de sécurité de faire appliquer et respecter l'interdiction de stationnement sur la voie publique désormais. Hors de nos frontières, en Syrie, un mort toutes les 25 minutes, selon l'émissaire de l'ONU. Hier jeudi, l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie a exhorté Vladimir Poutine et Barack Obama à sauver le cessez-le-feu mis en place il y a 2 mois en Syrie, estimant qu'il était tout juste en vie. Et le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MINUSCA en Centrafrique jusqu'au 31 juillet, une prorogation de 3 mois afin de permettre la conduite d'un examen stratégique de la mission créée en avril 2014. La mission onusienne devra ajuster son mandat à la situation actuelle. L'actualité culturelle reste dominée par la disparition de Papa Wemba. Émotion, beaucoup d'émotions pendant la levée de corps de l'artiste à Ivosep, à Trècheville. Personnalité, famille de Papa Wemba et la grande famille des artistes, tous étaient présents pour dire adieu l'artiste. Le témoignage d'Eman Niamien. Ils n'ont pas voulu demeurer dans la tristesse, encore moins pleurer. Ils ont plutôt accueilli la dépouille de leur idole par des ovations dans la salle funèbre d'Ivosep. Les fans de Papa Wemba, venus nombreux assister à sa levée de corps, ont démontré que l'artiste quitte certes la terre des hommes, mais il vivra pour l'éternité à travers ses œuvres musicales. La famille biologique de l'illustre disparu, très affectée par cette disparition brutale, a eu le soutien du peuple ivoirien. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le parrain du FEMIA 9, le président Henri Konan Bédié et plusieurs membres du gouvernement ainsi que de nombreux artistes ivoiriens étaient tous présents pour témoigner à la famille leur compassion.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, a exprimé la reconnaissance de la famille du défunt au peuple ivoirien pour son soutien. La parole le dit, la mort ne met pas fin à notre vie, elle la transforme. Si la joie a été interrompue, Papa Wemba est rentré dans une joie plus grande. Car pour tout artiste de la scène, quelle joie que de mourir sur scène. La dépouille de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa ce matin. Avant son départ, la Côte d'Ivoire a rendu un dernier hommage à Papa Wemba. Papa Wemba a été fait commandeur à titre posthume de l'Ordre national du mérite au cours d'une veillée artistique au Palais de la Culture de Treichville. Isaïo et Adama Kone. Palais de la Culture de Treichville, Salane Mabo. Le décor est planté. En toile de fond, l'image de Jules Chungu Wemba Dio Peneki Kumba, dit Papa Wemba. À première vue, l'on croirait à un concert que va donner le roi de la rumba. Mais que non. La mention faite auprès de l'image est parlante. La Côte d'Ivoire te pleure. Viva la musica. Oui, le nombreux public de la salle Mambo, tout de blanc vêtu, selon les consignes, comprend qu'il s'agit d'un adieu à un artiste qui aura marqué son époque à plus de 40 ans de carrière. Le Congo a perdu un grand artiste. La Côte d'Ivoire aussi. Il mérite hommage. Papa Wemba, pour moi, c'était une inspiration, un grand artiste, au même titre que les Michael Jackson, Whitney Houston. Chants et témoignages marquent la cérémonie d'hommage où Marie-Rose Amazon, l'épouse du chef du village Molokai, a du mal à contenir ses émotions. La Côte d'Ivoire est reconnaissante à Papa Wemba pour l'ensemble de sa carrière. Il est fait commandeur de l'ordre national, une distinction appréciée par le gouverneur de sa région natale. Peuple ivoirien, ce soir, l'Afrique est fière de vous. Le monde entier a vu comment vous avez pleuré ce digne fils d'Afrique. L'artiste ne meurt jamais, il vit par ses œuvres. Pour les artistes et autorités ivoiriennes, Papa Wemba n'est donc pas mort. Papa Wemba, il est vivant. Les comètes s'éclatent, mais Papa Wemba est une comète qui se régénère. Donc il a fait la passation de torche. Et donc la nouvelle génération doit continuer le travail qu'il a commencé. Au-delà du grand artiste qu'il était, c'était un homme de paix, un homme apaisé, un homme très affable, un homme humble, un homme qui n'était pas dans les conflits, un homme d'une grande douceur. Et donc c'était un grand Africain à qui il fallait rendre hommage. La dépouille mortelle de Papa Wemba a quitté Abidjan aux environs de 5 h du matin pour la République démocratique du Congo, où un dernier hommage est prévu le lundi 2 mai au stade de Martyrs de Kinshasa. Voilà, ainsi va la vie, ainsi s'achève ce journal supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.